Vous l'avez vu la semaine dernière, c'est Gérard Faure-Capper. Je l'ai bien prononcé ou pas? Oui, très bien. C'est pas un peu germanique comme nom? C'est ça, plutôt des Provinces-Unies. Quelle horreur. Pour ceux qui ne savent pas, donc, les Provinces-Unies sont les héritières du duché de Bourgogne absorbé par Charles Quint dans le Saint-Empire romain germanique. Mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, nous allons parler des banques et de la toxicité des banques, des abus de pouvoir, d'une façon ou d'une autre, imposés par les banques aux honnêtes citoyens qui se contentent de payer leurs différentes obligations, leurs impôts, leurs cotisations bancaires, etc. Aujourd'hui, on vous l'a annoncé la semaine dernière, on va lancer une série sur les abus de pouvoir des banques, sur la façon dont vous pouvez vous organiser. Vous voyez aujourd'hui une vidéo gratuite, grand public, on va vous parler d'une affaire scandaleuse. Reportez-vous parce que vous vous sentirez peut-être concerné si vous avez acheté du Cellier, du Pinel, du je sais pas quoi, du Robien. Vous sentirez peut-être concerné par l'affaire, par ces abus bancaires dont vous-même avez été victime. Reportez-vous à notre vidéo payante, 4,99 € par mois, où on vous parle de ces sujets, puis on vous annoncera notre volonté avec Gérard de créer une association de défense des usagers bancaires pour que vous puissiez tactiquement et stratégiquement améliorer votre sort. Aujourd'hui, Gérard, tu voulais nous parler d'une affaire Apollonia, qui est en fait une affaire de connivence entre les promoteurs immobiliers et les banquiers sur le dos des clients, des Français ordinaires. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette affaire Apollonia? N'oubliez pas de vous reporter ensuite à la vidéo que nous ferons, si vous vous sentez concerné, sur comment faire pour se défendre contre cette malhonnêteté des banques. Mais explique-nous l'affaire Apollonia, scandale Apollonia. Le scandale Apollonia, ça a été le plus important, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Je me suis occupé, notamment j'ai écrit un livre là-dessus, sur une affaire tout à fait identique qui se passe, appelons-la l'affaire d'Ourtin, du lac d'Ourtin. C'est où? Au sud de Bordeaux. Bon. Personne n'est parfait. Voilà. Continue. Nous avons un commercial, un vrai commercial. Comme marchand de crédit, un marchand... Oui, type foire de Paris, quoi, le gars impeccable, qui a contacté des gens en Île-de-France. Bon, ce sont des personnes, des cadres supérieurs, qui ont leur maison, qui ont une certaine aisance, et à qui ils proposent, outre la défiscalisation, d'investir dans des maisons qui seront, pour un certain nombre, autour du lac d'Ourtin, mais il y en a eu dans tout le sud-ouest. Des constructions neuves. Des constructions neuves, qui seront louées à des locataires, temporaires ou définitifs, et le crédit qui sera ainsi obtenu pour construire la maison sera remboursé par les loyers des locataires. Caramel, bonbons et chocolat. Tout ça avec une déduction fiscale énorme et surtout avec des garanties. Des garanties non-paiement, dégradation, absence de locataire. Enfin, tout était garanti, sauf la vie éternelle. La vie éternelle devait être garantie aussi. Enfin, tout était vraiment garanti. Ça, c'est à la base. Évidemment, les promoteurs qui ont fait ça ont été condamnés, comme d'autres. C'était en quelle année? Alors, ça a commencé en 2008, du temps où les subprimes explosaient aux États-Unis. Subprimes qui ont fonctionné de la même façon. Tu vas nous expliquer pourquoi? Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait des crédits à des gens dont on avait la certitude qu'ils ne pourraient pas rembourser. Et on leur a dit, vous allez vous enrichir, ça va être génial, le Père Noël va arriver avec 5 reines, 6 reines. Ben voilà, mais seulement le Père Noël est une ordure, et là, c'est vraiment, ça se confirme. Les gens, effectivement, qui ont signé, se sont aperçus que très rapidement, il y avait beaucoup de problèmes dans la construction, qu'il y avait des problèmes des fissures, des fuites, Évidemment, ceux qui étaient construits, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas tant de locataires que ça, que la garantie ne marchait pas, enfin, que c'était un désastre financier. Mais comme ce commercial a vendu plusieurs maisons, il y a un effet multiplicateur qui ont mis ces gens à genoux. Et ça fait 15 ans
que ces gens se battent. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça fait qu'à un moment, la banque a dit, vous remboursez le crédit. Alors, attends, que ce soit clair parce que c'est un peu abstrait. Oui, pardon. Donc, je suis monsieur, madame, tout le monde. Oui. Un gars vient me trouver en 2008 me disant « Vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave, vous pouvez devenir propriétaire d'une maison que vous allez louer, vous payerez rien, en réalité, vous payez 3 000, 4 000 euros, et puis c'est le locataire qui va tout payer. C'est ça. C'est ça. Et ça va être génial, et vous revendrez à la fin, et vous irez aux Bahamas. Voilà. Alléluia. Et donc, je mets combien par mois, j'emprunte combien pour une maison de combien de mètres carrés? Alors, il y a des maisons de l'ordre qui ont été vendues à 130 000 euros, 170 000 euros, la valeur de la maison. Alors, comme les gens ont acheté plusieurs maisons, on se retrouve avec des sommes de 700 000, 800 000, 1,2 million qui sont dues. D'accord? Là, pour combien de maisons? 3, 4, à différents endroits. Donc des gens qui avaient, ça va parler à beaucoup d'auditeurs, des gens qui avaient très peu d'épargne, qui n'avaient pas les moyens, on leur dit « c'est pas grave, tu vas t'enrichir, fais confiance ». Et donc ils achètent 3 maisons, ils mettent je ne sais pas combien, 15, 20 000 euros, et ils se retrouvent avec un crédit de 800 000 euros à rembourser. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, la question qui se pose évidemment, c'est le crash financier après. Alors, la justice est passée par-dessus. Alors, explique quand même, concrètement, parce que tu vas très vite sur les détails, non mais il n'y a pas de problème, mais donc j'ai 15 000 euros d'épargne, un promoteur, enfin un vendeur avec des belles chaussures bien cirées, vient m'expliquer, mais 15 000 euros, c'est le début de la richesse. Vous, avec 15 000 euros, vous achetez pour 800 000 euros de maison, et c'est le locataire qui rembourse tout, et vous partez en vacances à Saint-Domingue, à Saint-Barthélemy. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors ça, c'est effectivement le discours qui était mis. Il se passe... Il y a une banque qui me prête de l'argent. Voilà. Comment elle fait pour me prêter de l'argent? Alors voilà, il est là le problème. Tout ça, c'est effectivement, ils ne peuvent pas tenir les promesses. Ils ne peuvent pas tenir les promesses du constructeur. Il y a des malfaçons, il y a plein de choses. En plus, la zone est infestée de moustiques, enfin bref. Ils ne trouvent pas de locataires. Résultat... Parce que tout le monde n'a pas envie de louer à Hourtin pour aller travailler à Bordeaux. Ben oui, voilà. Parce que c'est long, parce que voilà. Voilà, donc les maisons ne se louent pas quand elles sont terminées. La plupart ont des malfaçons. Bien sûr, il y a la réception de la maison, mais elle est faite en dehors des gens. C'est une réception qui est de complaisance. Donc la réception, c'est quand on dit « oui, le cahier des charges est bien rempli, voilà, et j'atteste que c'est fait ». Je prends les clés. Bon. Ça a été complètement bâclé, comme beaucoup de choses. Mais toute cette partie-là, où c'était finalement une escroquerie dès le départ, parce qu'il était impossible de prévoir ça, les constructeurs, promoteurs, ainsi que le notaire ont été condamnés. Par qui? Et au terme de quoi? Alors, suite à une série de plaintes, ils ont été donc condamnés en correctionnel. Ça devait être en 2014-2015, avec, il y en a un 3 ans avec sursis, mais enfin, il en a fait que 6 mois, enfin, des petites peines. Mais ils ont été condamnés. 3 ans, c'est pas une petite peine. 3 ans, et il a fait que 6 mois. Les autres, c'était 2 ans avec sursis, enfin bref, ce n'était pas significatif. Mais, là où moi je suis choqué, et là où le problème choque tout le monde, c'est que les escrocs qui font leur travail d'escrocs, ils proposent un truc, une escroquerie, on accepte, voilà. Ok, ils ont été pris, ils ont été condamnés. Point final, on les met de côté. Donc les escrocs, c'est les promoteurs, ceux qui inventent l'immeuble qui sera livré aux 3/4, où ils se font un pognon de dingue en escroquant des petites gens qui n'ont rien vu venir. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que dès lors que l'on fait une escroquerie comme ça, l'argent vient de la banque. Si moi je te vends la Tour Eiffel... Tu me l'as vendu 3 fois déjà. Alors. Oui, je sais, mais la 4e fois. Bon, mettons, je demande un prêt de 2 milliards, je ne sais pas combien il peut valoir, à une banque. La banque va nous rironner. Donc la banque, c'est le rempart. C'est le Celle qui dit c'est sérieux ou pas. Oui, c'est le rempart qui va protéger les honnêtes gens en disant « mais moi je ne finance pas ».
Et c'est le devoir de la banque. Pour ces maisons, la banque aurait dû sauter au plafond, parce que je vais expliquer les détails. Mais non, elle a prêté. Dès lors, la responsabilité de la banque, pour moi, ancien directeur d'agence, elle est totale. Parce que, quand on demande un prêt pour ce type d'affaires, immobilier, location, etc., premièrement, le banquier doit recevoir les clients. Il peut recevoir un intermédiaire en opération bancaire, mais en finale, il doit recevoir les clients. Donc, ce qu'on appelle un IOB, intermédiaire en opération bancaire, alors, IOB. IOB, c'est quelqu'un qui peut présenter à une banque un dossier de crédit avec tous les documents et qui est agréé pour le faire. Pour être IOB, il y a l'ORIAS, il y a les immatriculations, mais il y a surtout l'assurance. Et la compagnie d'assurance n'apporte... L'assurance personnelle sur les opérations professionnelles. Voilà. Et l'assurance, elle est très très prudente. Donc n'est pas IOB qui veut. De plus, l'IOB doit avoir un mandat de la banque. Bon. Mais ce ne sont pas des IOB. Pour résumer pour les gens, parce qu'ils ont peut-être sauté des étapes, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit « mais vous n'avez pas d'argent, mais vous avez 15 000 euros, mais avec 15 000 euros, vous pouvez devenir richissime avec des appartements à 800 000 euros », souvent la personne qui vient vous expliquer ça, c'est un IOB, un intermédiaire en opération bancaire. En principe, non. C'est un commercial. Et un commercial peut être apporteur d'affaires pour la banque. La banque peut très bien, au lieu d'avoir le client, recevoir le commercial, qui va dire... Qui devient un IOB? Non. Le commercial reste un commercial. Il va dire, Madame Untel est prête à investir tant. Je lui ai vendu votre banque. On la convoque. Demain, il y a un rendez-vous. Le commercial s'en va, il touche sa commission, c'est normal, il a fait un travail. Et c'est tout. Et le banquier doit se retrouver face à face avec le client. Et l'IOB, il fait quoi dans ton histoire? Alors là, il n'y avait pas d'IOB. Mais est-ce qu'il y en aurait un, il ferait quoi? Alors, parce que plein de gens ont vécu ça. Il présenterait le dossier à la banque, d'accord? Mais par prudence, la banque doit recevoir les gens. Dans tous les cas. Oui, mais c'est l'ABC. Il n'y a pas de loi qui le dise. Mais si on prête de l'argent, qu'on sache à qui on le prête, c'est une évidence. Est-ce qu'il est possible, parce que tu vas très vite sur des choses qui parlent aux gens, est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui est venu présenter son opération, le Ourtin, Apollonia, voilà, Apollonia, ça va être génial, une piscine, un truc, un machin, et prenez, achetez ça, est-ce qu'il est possible que ce soit un IOB, un intermédiaire en opération bancaire, qui fasse les deux, c'est-à-dire à la fois la vente de l'opération immobilière pour le compte du promoteur immobilier qui construit et la promotion de la banque pour accorder le crédit. Il peut faire les deux. Il peut faire les deux, mais en général, les bons IOB restent IOB dans leur travail. Ils ne font pas de la promotion à côté. Ça se passe par des questions d'amitié, de filiale, de choses comme ça. Mais en définitive, le banquier, lui, il doit recevoir le client. Parce que quand on discute avec quelqu'un, on apprend plein de choses. Et c'est 99% du dossier. Quand vous demandez un crédit à une banque, on vous demande un dossier, fiche de paye, etc. Bon. Les gens ont donné leur dossier à l'intermédiaire. L'intermédiaire en a fait des photocopies qu'il a ensuite manipulées. Le banquier a reçu, déjà, il n'aurait pas dû recevoir cet intermédiaire. Il commet une première faute. Il ne contacte pas les clients, il commet une deuxième faute. Et ce n'est pas des erreurs, c'est des fautes. Il voit le dossier, je l'ai vu le dossier. Ce sont des photocopies. Les bulletins de salaire sont trafiqués. Il suffit de le savoir, parce qu'il y a des pourcentages dans les cotisations, il suffit de faire certains croisements avec une calculette, et on voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Quel est l'intérêt de trafiquer un bulletin de salaire? Tout simplement pour donner des revenus supérieurs aux revenus existants, afin de permettre l'acceptation du dossier. Puisqu'on rappelle, on considère que c'est 30%, c'est ça? 33%, enfin en gros. 33%, c'est-à-dire qu'il faut des revenus supérieurs de 2 tiers, de 66% pour aller vite. Voilà. On ne va pas faire de mathématiques aujourd'hui. Voilà. Au taux d'endettement. Voilà. Et les 33%, ça comprend tout l'endettement.
Alors là, il y a les extraits de compte. Première chose, de vérifier sur l'extrait de compte si le salaire qu'on a là est bien versé là. S'il n'y a pas non plus des retraits réguliers de 500 €, 1000 €, enfin des chiffres ronds. Pourquoi ce serait gênant qu'il y ait des retraits réguliers de 500 €, 1000 €? Ça veut dire que rien ne coûte 1000 €. Ça veut dire que l'argent, il part sur une autre banque. Et donc, il y a une autre banque qui est dans le coup. Et cette autre banque, c'est peut-être celle où vont être logés d'autres crédits qui vont, évidemment, diminuer la capacité d'endettement. Et alors là, la personne que j'ai vue, enfin, ces extraits de compte, il y a par exemple des crédits qui tombent tous les mois, 240, 500 €, etc. Eh bien, avec Paint, ou même pas Photoshop, Paint, on arrive à le faire, il a enlevé crédit, Sofinco, CTLM ou autre, pour mettre achat d'un réfrigérateur, le mois d'après achat d'un fer à repasser, des trucs comme ça. Mais qui a pu faire ça? Ceux qui ont fait ça, c'est le promoteur, c'est son équipe qui a traité le dossier. Ils ont donc arrangé ça. D'autre part, j'ai vu que des fiches d'imposition, normalement c'est les 2 dernières, datées de plusieurs années. Ensuite, j'ai vu que les bulletins... Ils ont truqué les années ou pas? Non, ils ne les ont pas truqués, mais le banquier a accepté. Ensuite, il y avait certaines choses comme les extraits de compte qui dataient de pas mal de temps, les bulletins de salaire dataient de pas mal de temps. Le banquier, déjà là, il aurait dû mettre la personne dehors. Le banquier, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Admettons que les bulletins de salaire soient bons, que les extraits de compte soient bons. Il y a ce qu'on appelle les renseignements commerciaux. On passe un coup de fil au patron, à l'entreprise, ou bien on lui demande une attestation. Madame Intel, elle est toujours chez vous, hein, tout va bien, d'accord, merci, c'est tout. Et là, s'ils avaient fait ça, ah ben non, elle a été licenciée il y a 2 mois. Tu vois, donc il y a ça. Alors ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, entre le promoteur et le banquier, il y a une connivence telle que, au fond, le banquier fait semblant de ne pas voir que le promoteur lui amène des clients qui n'auront pas les moyens de payer parce qu'on a trafiqué leur situation, on cache qu'ils ont des crédits par ailleurs, qu'ils n'ont plus forcément le salaire qu'ils avaient déclaré. Oui. Voilà. Et au fond, on se dit, bon, le gars, c'est un bon con, on va le mettre dans un système et il va nous servir d'orange à presser, alors qu'on sait qu'il va nous poser des problèmes. C'est ça que tu nous dis? Quand tu parles de connivence, oui, c'est, je dirais, la complicité. Bon. Complicité entre le promoteur et le banquier. Oui, tout à fait, complicité. Ensuite, il y a notamment la maison, enfin j'ai plus les chiffres, mais c'est à peu près ça, qui valait 160 000 € avec terrain compris. C'est facile à contrôler. Chez le constructeur, on regarde son catalogue, on l'appelle, enfin bref, 160 000 €. Le prêt qui a été fait était de 240 000 €. Donc il y avait 80 000 qui se baladaient. Enfin, 100 000. 140 000, 240 000. Non, 160 000. 160 000, Oui, enfin, 240 80 000, Bon. peu importe. 80 000 € de Qui différence se entre la valeur qu'on appelle vénale du bien et le montant du prêt. Qui ont été engloutis dans leur système. Ils ont récupéré... 80 000 € de commission pour les banques. En gros, pas pour les banques, pour le promoteur. Et les banques. Ben, pour les banques, ça fait un prêt supplémentaire, ça c'est sûr. La banque a pris une hypothèque. Mais quand on prend une hypothèque sur un prêt de 240 000 €, on se renseigne pour savoir si la valeur de l'hypothèque, c'est bien 240 000 €. Alors que là, elle était de 160 000. Donc, on crée une hypothèque fictive que l'on peut ensuite titriser. Enfin, là, on part dans le... Si, vas-y, continue, parce que c'est un sujet essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, comment s'est passé les subprimes? C'est que les banques, des dossiers comme ça, il y en avait des milliers. OK? Et avec garantie hypothécaire. Des centaines de milliers. Enfin, beaucoup. Et pour le banquier, il va titriser, c'est-à-dire qu'il va mettre ça dans un fonds en disant, eh bien, écoutez, vous achetez une partie de ce fonds qui est composé de prêts hypothécaires. En disant ça à des investisseurs, des fonds d'investissement. Voilà. C'est-à-dire qu'il va dire, moi, je suis à la tête d'un certain nombre de crédits que les gens, je sais qu'ils ne rembourseront pas, et je vais vous vendre le droit de leur faire rembourser, et vous allez utiliser les méthodes que vous voudrez pour qu'ils payent. Mais moi, j'en suis plus responsable. C'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire, c'est plus grave que ça. C'est de dire, ce sont des prêts basés sur des hypothèques
les gens paieront, c'est du AAA, c'est du premier choix. Pourquoi c'est du premier choix? Parce que tout le monde paye son crédit immobilier. Il y a les hypothèques qui permettent, en cas de défaillance, de récupérer la maison. Donc, où est le risque? Ben, qui paye ses dettes s'appauvrit, Gérard. Oui, mais qui paye ses dettes s'appauvrit. Mais le problème, c'est que dès lors que l'institution financière a acheté ce type de crédit, elle s'imagine avoir acheté un crédit qui vaut 240 000 € avec une personne qui va payer son prêt immobilier. Ah, attends, Gérard, je vais te taquiner, mais Oui. je récapitule le système. Tu es un banquier de mèche avec un promoteur. Tu sais que tu vends tes appartements à des mecs qui n'ont pas ou pas forcément les moyens. Oui. Donc il y aura un taux de perte. Oui. Et tu dis, sauf que les lois nous permettent de les saigner à blanc jusqu'à ce qu'ils payent. Et tu dis, voilà, moi j'ai vendu, mon métier c'est de vendre des crédits. Mon métier c'est pas de recouvrer les crédits, si j'ose dire. Oui. Recouvrer les crédits, c'est un métier différent. Je le refile tout ça à quelqu'un dont c'est le métier, Voilà. qui va utiliser France, je sais pas quoi, France Crédit, France, des mecs Finance, voilà, qui vont harceler les gens, Voilà. les menaçant des pires fléaux s'ils ne remboursent pas, les pires procédures, etc. C'est un métier à part. Donc moi, je leur refile et c'est à eux de se démerder. Ils m'ont payé le portefeuille et maintenant, c'est à eux de le rentabiliser. Voilà. Mais c'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça parce que qu'est-ce qui va se passer? La maison, le prêt n'est pas remboursé. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. La banque engage une procédure et elle va vendre à la bougie. Ça veut dire quoi? À la bougie, c'est-à-dire que c'est une sorte de vente aux enchères avec une bougie qui brûle et quand elle s'éteint, c'est le dernier qui a parlé qui remporte l'affaire. Donc une maison d'une valeur de 160 000, elle peut très bien être vendue à 10 000 €. D'autant plus que ces ventes à la bougie, ces ventes aux enchères, se passent souvent, ne sont pas trop annoncées. De nuit. Le matin, à 8 h du matin. En hiver. Voilà, il n'y a personne dans la salle, sinon une personne qui est là. 10 000 €, 10 100, ok, adjugé, vendu. Est-ce que c'est une escroquerie? Alors, dans le fond, non. Mais quand on se rend compte que, en général, ceux qui achètent, c'est une SCI ou un agent immobilier qui va racheter à 10 000 €, qui est souvent lié avec le commissaire de justice. Et je pense L'huissier. Commissaire de justice, on dit maintenant. On appelait ça des huissiers. Avant, les huissiers. Mais j'essaie de m'y mettre. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il y a un lien entre cette SCI, Société Civile Immobilière, qui va acheter le bien, ou agence immobilière, et l'huissier. Et il se trouve dans cette affaire d'Ourtin que l'huissier a également une agence immobilière. Qui rachète? Qui rachète ce que l'huissier à 10 000 balles. Voilà. Alors, attends, parce qu'il faut que tu expliques, parce que pour les gens, c'est pas forcément clair. Je suis je suis promoteur, Oui. je vends un appartement à 160 000. Oui. En réalité, mais on y reviendra peut-être, il en vaut 120 et je le sais, mais je baise mes clients, si vous me permettez de vulgaire. Je sais que les clients n'auront pas les moyens de rembourser. Oui. Je les martyrise pour les mettre, on y reviendra le moment venu. Et à la fin, j'ai une filiale. J'ai une filiale plutôt. Qui est d'agents immobiliers. Voilà. Et ce que j'ai vendu 160, je le rachète 10 000, 15 000, 12 000. Et que je revends 140, 150. Et dans ainsi, l'après-midi. chaque fois, je m'enrichis. C'est-à-dire que j'ai vendu hors de prix un bien. Oui. Et je ruine des gens qui l'ont acheté, des cons, on va dire ça comme ça. Si tu me permets d'être... Mais c'est amical, hein. Et avec l'argent que je me fais, je rachète à 10 000 balles ce que je les ai ruinés. Ils me doivent 160 000. Je rachète 10 000 ce qu'ils n'ont pas fini de payer. Oui. Et je le revends à nouveau 140, 150. Et j'encaisse. Et c'est pas fini. C'est que si la banque est payée 10 000 €, elle a emprunté 200 000 €, il reste 190 000 à rembourser. Alors que la banque, elle est payée de son côté. Eh bien, les 190 000, elle va prendre des hypothèques judiciaires. La banque va prendre une hypothèque judiciaire sur les autres maisons, notamment la résidence principale qui sera en région parisienne et qui vaudra 600 700 000, quoi. Elle prend une hypothèque judiciaire. Bon. Deuxièmement, elle va demander au tribunal
d'ordonner une saisie sur salaire. Qui est terrible, parce que c'est 90% dans la limite de 600 € minimum par mois, oui, c'est ça? C'est peanuts, quoi. C'est-à-dire qu'il reste à la personne le montant du RSA, mais la personne qui gagne 3 500, 4 000, enfin ce sont des gens qui gagnent... Elle se fait plumer. Elle se fait plumer parce qu'en plus, la banque qui s'est payée d'un côté, elle se paye de l'autre en faisant des saisies sur salaire. Et en plus, elle met une hypothèque judiciaire sur la maison principale qu'elle va vendre pour rien du tout. Et elle va c'est un mouvement perpétuel. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Alors, on va venir après la vidéo. Évidemment, vous doutez, si vous êtes concerné, vous payerez l'abonnement. On en est 4,99 €, c'est par une pour savoir comment faire pour vous prémunir contre cette situation. En tout cas, les manœuvres d'urgence que Gérard vous recommande pour faire face à cette situation si vous êtes dedans. Mais dans la pratique, la question que les gens se posent, Gérard, c'est est-ce que les banques qui rentrent dans ce système de connivence avec les promoteurs immobiliers, est-ce qu'elles le font sciemment pour gagner de l'argent en se disant pourvu qu'il y ait des cons qui tombent dans le panneau? Alors, j'avais la naïveté de penser que non, qu'il s'agissait de moutons noirs dans la banque, mais pas du tout. C'est un système. Et j'en ai les preuves. J'ai à peu près 300-400 pages de l'affaire Apollonia, de toutes les auditions. Alors là, Apollonia, c'est cette histoire de promotion à Hourtin. Voilà, non, ça n'a rien à voir, mais c'est le même schéma. C'est ailleurs qu'Hourtin. C'est du côté dans le sud, côté de Marseille, mais c'est le même schéma. Bon, la banque, elle fait un prêt à une personne où elle sait qu'elle ne va pas rembourser. Où est la responsabilité de qui là-dedans? Eh bien, elle est simple. Vous avez des escrocs qui font leur travail d'escrocs et ils proposent à la banque de financer 700 000 €, 4 maisons, comme ça. La banque, normalement, si le banquier est normalement constitué, et tous mes collègues qui sont directeurs d'agence le sont, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va demander à voir le client, il va examiner les différents documents. Évidemment, c'est pas un naïf, il va voir tout de suite les fautes, tout de suite, il va refuser le dossier. Bon. Et là, on avait une chose, on avait une garantie. Une garantie de non-paiement, par garantie de vacances de propriétaire, garantie pour financer les réfections. Enfin, tu parles chinois, ça veut dire que les gens qui avaient acheté, quelqu'un leur a dit, si le locataire, pour blablabla, on vous vend un truc, c'est le locataire qui va payer. S'il n'y a pas de locataire, on vous garantit qu'on payera à la place du locataire si vous ne trouvez pas de locataire. C'est ça que tu appelles la garantie. Ben oui, tu vois que tu comprends le chinois. Mais moi, j'ai... Bon, la garantie était donnée, il y avait une feuille, je l'ai vue. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai cru avoir une attaque. Il s'agit d'une association. Alors, il n'y avait ni mention, où est-ce qu'elle est faite, etc. Une feuille d'une association qui s'appelait je ne sais plus comment. Cette association garantissait tout. Non-paiement, tout. Sinistre. La vie éternelle, voilà. tout. Tout était garanti. Bon, moi déjà, ça m'a fait sursauter. Une association ne peut pas faire de l'assurance. Pour faire de l'assurance, comme la Massif ou d'autres... ne cite pas de marque. On va citer toutes les autres. AXA, Alia... Oui, enfin, je ne citerai pas les marques, mais enfin, bon, toutes les compagnies mutualistes honnêtes. Toutes les compagnies d'assurance. Honnêtes. Ne sont pas mutualistes. Voilà, mais celles qui sont mutualistes normales, il y a ça. Non, mais il y a des normales non mutualistes. Ouais, bon, ça devient compliqué. Alors, les compagnies d'assurance. Simplement, il n'y avait aucune compagnie d'assurance derrière et il faisait croire que l'association était propre assureur. Ce qui est totalement interdit parce que tu ne peux pas être assureur. L'auto-assurance. Oui, ben pour ça, il faut être inscrit à l'ORIAS. Il faut un agrément de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'association, j'ai regardé sur Maps, j'ai trouvé un truc dans le désert, là, au centre de la France. Il y avait 3 maisons, on ne savait pas laquelle, des ruines. Elle n'existait pas. Elle était signée par monsieur Untel, qui était aussi le promoteur de l'opération. Donc, de fait, quand on voit un papier pareil, on se dit, mais on se fout de nous, quoi, ça n'existe pas. Eh bien,
les banques qui ont vu ça, ce papier-là, ils ont fait le crédit à partir de ce papier-là, en disant de toute façon c'est garanti. Alors que ça sautait aux yeux que c'était un truc complètement bidon. Et d'autre part, je rappelle à mes amis banquiers, j'ai encore des amis, que dans ces cas-là... Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, non, c'est vrai. Mais que dans ces cas-là, le banquier doit prendre les coordonnées, doit congédier la personne et appeler les autorités. Enfin, il appelle le service pour signaler une anomalie. Il fait un signalement. Comme si c'était du blanchiment d'argent, de la drogue, mais tout du financement du terrorisme. Il a l'obligation de faire un signalement. Le banquier aurait dû signaler un truc pareil. Mais alors le banquier qui n'a pas reçu la bonne personne, qui a fait un crédit sur des photocopies qui étaient falsifiées. Ce que tu n'as pas dit, c'est que dans ces opérations montées de connivence entre la banque et les promoteurs immobiliers, les promoteurs envoyaient des commerciaux qui montaient les dossiers en banque, et le banquier, au fond, il se fiait au dossier envoyé par le commercial sans rencontrer les gens qui achetaient. Oui, alors, non, là c'est de la complicité pure. Aucun banquier, même une stagiaire d'été, aurait refusé le crédit. Enfin, c'était évident. Et là, ça a été accepté. Ça a été accepté. Bon, déjà, alors là, c'est l'hérésie. On est complètement en dehors de toutes les règles au niveau de la banque. Prudentiel. Oui, prudentiel. Là, on est chez les albigeois, hein, l'hérésie totale. Non, mais tu as une vision des albigeois qui est caricaturale. On dit beaucoup de mal des albigeois, mais... Je dis pas de mal, mais enfin, bon. Donc, en fouillant le dossier Apollonia, où il y a 350 ou 400 pages, c'est très compact, il y a toutes les auditions. Il s'avère que dans ce dossier-là, qui est identique à l'affaire d'Ourtin, dans ce dossier-là, ils disent bien que les directeurs d'agence, qui ne sont pas fous, ont déclaré qu'ils avaient l'ordre des services financiers de la banque, des services engagement, de laisser passer tous les dossiers Apollonia, sans examiner. Évidemment qu'un directeur d'agence qui voit un dossier pareil, il saute au plafond. Mais il avait l'ordre de sa direction de laisser passer. Donc la complicité, elle n'est pas... L'ordre écrit ? Non, c'était pas marqué. C'était peut-être précisé, mais... Est-ce que toi, tu imagines une direction bancaire dire, entre deux eaux, entre griffes et loups, comme on dit, écoutez, il y a de l'argent à se faire. Alors, c'est pas dit comme ça, parce que c'est un peu trop vulgaire, mais il y a de l'argent à se faire. Fermez les yeux, soyez pas chiants. On en fait notre affaire. Honnêtement, moi, on m'aurait jamais dit ça. Et beaucoup de mes collègues, on n'aurait jamais dit ça. Donc, ils ont dû prendre des gens plutôt vulnérables. Mais, des jeunes directeurs, des ambitieux. C'est ça, des ambitieux, et qui se croient couverts. T'es couvert, on accepte tout. T'es couvert du con. Voilà. Ferme les yeux, tout ira bien. Voilà, c'est ça. Bon, mais un directeur d'agence normal, non. Ça a explosé le truc. Donc on a bien, et là on va le voir dans le procès Apollonia, qui est le 25 mars 2025. Avec tous les documents que j'ai vus, on va faire éclater une chose, c'est la responsabilité directe de la banque dans ce crash financier qu'on a provoqué chez des gens qui ne vivent plus depuis une quinzaine d'années. Pourquoi tu dis qu'ils vivent plus depuis une quinzaine d'années ? Comment tu veux vivre avec... Tu dis, ils vivent quoi comme calvaire, ces gens-là ? Alors le calvaire, il est simple. Ma maison, elle va être vendue. J'ai la lettre. Ma maison à moi. Ma maison à moi, que j'ai construite. Qui vaut 300 000 euros, oui. Peut-être pas 500 000, 300 000, 250 000. En l'occurrence, c'est 500 000, hein, celle à laquelle je pense. On va me vendre ça. Je reçois une lettre des huissiers, des commissaires de justice, quasiment tous les jours. Je me fais insulter par mon banquier. J'ai des sociétés de recouvrement qui m'appellent du matin au soir. Qui me harcèlent. Voilà, je n'ose plus ouvrir la boîte aux lettres. J'ai des lettres comme quoi, mardi, on passe avec le serrurier et tout ça, on va tout saisir. Des convocations au tribunal, au juge de l'exécution pour la saisie du salaire. Le patron qui est appelé en disant oui, votre employé c'est un mauvais payeur et tout. Alors quand il s'agit d'un cadre supérieur, ça la fout mal. C'est ça qu'ils vivent depuis 15 ans en se disant... Un harcèlement. Un harcèlement, mais
les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que leur salaire de 4 500 € par mois, il ne restera plus que 600 €. La maison sera partie. Qu'est-ce qu'il leur reste à ces gens-là? Deux solutions, la rue ou la corde. Et ça, je le dis franchement. Les gens qui sont victimes de ça, la plupart, en fait, c'est une incitation au suicide. Et je le dis sans... Une espèce de mort sociale. Ils sont condamnés à une mort sociale. C'est une mort sociale. Et les gens vont se foutre en l'air à cause de ça. Et alors le responsable, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Le banquier va dire c'est pas moi. Non. Le banquier, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire on s'est fait escroquer. Non, vous n'êtes pas fait escroquer. Des mauvais payeurs, des gens malhonnêtes, voilà. blablabla. Eh bien voilà, eh bien non. Non, parce qu'ils sont responsables. Ils avaient le pouvoir de dire non, mais on a les preuves que les directions de certaines banques ont dit tout ce qui est Apollonia, vous laissez passer. Tout ce qui est Ourtin, vous laissez passer. Tout ça. Est-ce que tu veux dire qu'au fond, dans ce genre d'opération, parce qu'il n'y a pas qu'Apollonia, on va pas... Oui, non, il y en a plein. Hein. Il y a eu des milliers d'Apollonia en France, depuis des années, des dizaines de milliers sans doute. Est-ce que tu veux dire qu'au fond, c'est un filon et que les banques se sont dit, on a un bon filon, on a des systèmes d'optimisation fiscale avec vous investissez, vous avez des blablabla, des avantages fiscaux, etc. Est-ce que je veux dire que les banques se sont dit, on va plumer les cons? Alors, c'est difficile à dire comme ça. Je dirais que pour les gens, enfin, je dis que la banque qui fait son travail, c'est un rempart pour les gens, puisqu'elle... Elle devrait être un rempart. Oui, normalement, c'est un rempart. C'est-à-dire qu'on peut être escroqué de partout, on va buter dans le rempart de la banque. Il y a un sage qui dit, vous déconnez, monsieur ordinaire, madame commune, vous déconnez, vous n'avez pas les moyens, rentrez pas là-dedans. C'est ça, ça devrait être ça le rôle des banques. C'est ça. Et moi, je sais qu'à l'époque, c'est ce que je répondais à certains clients, je disais non. Et après, les clients venaient, on a trouvé un truc à Marseille, à tout ça. Finalement, ils ont accepté. À Montauban, à Moulins-sur-Allier. Non, moi je dis non. Moi je dis non. Et aujourd'hui, le problème de ça, c'est que les banques ne reconnaissent pas leurs responsabilités. Car dans cette situation où on a torturé une personne, où des couples, évidemment, beaucoup ont éclaté, des gens ont été ruinés. Et Pourquoi les couples éclatent à cette occasion? Je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas signer. Tu m'écoutes jamais. Enfin, je me doutais bien qu'il y avait un truc pas clair. Eh oui, mon beau-frère te l'avait dit. Bon, bref. Les couples éclatent. Il y a beaucoup de divorces qui se passent. J'en ai vu beaucoup. Il faut dire que je traite beaucoup d'affaires comme ça. Les gens sont au bout. On les a détruits socialement, même physiquement. Et aujourd'hui, tout cela aurait été évité si la banque avait fait son travail, si la banque qui voit un papier de garantie qui garantit rien du tout, au lieu de faire un signalement et de signaler tout le truc, ils acceptent le crédit. Ils savent très bien qu'ils ne remboursera pas. Et ils se disent on va les plumer comme des cons. Ouais, les subprimes américaines. Est-ce qu'ils se disent on va les plumer comme des cons? Même pas. Ils se disent quoi quand ils font ça? Quand ils vont, ce sont les ordres. Comme excuse-moi, le système, je ne vais pas franchir le point Godwin, mais le système 1942. Le chauffeur de train, celui qui a conduit la locomotive, ben oui, mais on est dans le même système. Tu vas encore me fâcher avec la SNCF. Mais non, j'ai rien contre la SNCF. Hein. Mais moi, si, mais et tu vas me fâcher avec eux. Non, mais je dis rien, la SNCF, la dernière fois que j'ai dit bonjour à un contrôleur, ça m'a coûté 190 €. Bon, parce que je n'étais pas assis à la bonne place. Bon, j'arrête. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est ce qu'on dit aux gens, c'est... De toute façon, on va refaire une vidéo pour préciser les obligations des banques dans ces opérations. Oui. Et puis, on fait une vidéo pour ceux qui sont concernés, 4,99 € par mois, sur comment se défendre face à cette situation, puisque toi, tu défends des gens dans cette situation. Voilà. Et la prochaine fois, la prochaine vidéo, je viendrai avec une victime. Ah, voilà une très bonne idée. Et qui pourra raconter son calvaire. Très bonne idée. Voilà. Bon, on se retrouve très vite. À bientôt, mes amis. À bientôt, au revoir.